Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire désormais installée le dimanche après-midi à 16h, consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Paul Darmon, pour son livre Robert De Niro, Le Mossad et moi, aux éditions L'Antilope. Paul Darmon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je vous présente, vous êtes né à Casablanca. La précision est utile parce que on va parler de Casablanca. Vous en parlez très joliment dans le livre et vous vivez aujourd'hui en Argentine où, la deuxième page de couverture indique que vous écrivez, vous peignez et vous dansez le tango. Pas en même temps, pas simultanément. Pas en même temps, mais Buenos Aires oblige quand même. Absolument. Alors, vous êtes peintre aussi à vos heures, mais vous êtes surtout écrivain, journaliste et scénariste. Je le mentionne à dessein parce que vous vous intéressez dans ce livre à l'espion Eli Cohen et vous avez d'abord l'idée d'en faire un film. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le personnage d'Eli Cohen ? Ah, mais il y a beaucoup de choses. D'abord l'histoire d'Eli Cohen, enfin, son action pendant 4 ans en Syrie était absolument incroyable, dans la mesure où il est arrivé à infiltrer les sphères gouvernementales et à donner des renseignements sans arrêt pendant 4 ans. D'autre part, moi, ce qui m'a beaucoup touché chez Cohen, c'est sa sincérité profonde. C'était pas un type qui calculait, c'était un type très... Enfin, pour ce que... C'était un type comme si je l'avais connu, mais je veux dire, ce qui transparaît, c'est son travail, la précision de son travail et l'audace aussi du personnage qui n'hésitait pas, il prenait des risques d'ailleurs, des fois très très grands. Le côté rocambolesque, le côté bibliothèque verte, mais Absolument, oui. En même temps, il y a le côté tragique aussi. Ah ben, surtout à la fin, parce que ça se termine quand même assez mal, cette histoire. Et à ce propos, on peut se poser beaucoup de questions. Et vous en posez dans le livre, on va en parler. Il y a aussi le fait qu'il y a une ressemblance avec... Je n'ai pas très bien compris si la ressemblance avec votre père, c'est celle d'Eli Cohen ou celle de Hafez al-Assad. Non, c'est une photo, parce que ce n'est pas toutes les photos de Amin el-Hafez. C'est une photo qui est apparue dans le livre de Jacques Mercier, où Amin el-Hafez est pris de profil et c'est absolument stupéfiant. Enfin, moi, je suis restée totalement interdite. Et je ne suis pas la seule parce que j'avais cette photo sur ma table de travail. Et un jour, mon frère est rentré et me dit « Tiens, je ne connais pas cette photo de papa. » Donc, ce n'était pas une illusion de ma part. Alors, vous êtes... Évacuons d'abord un sujet qui me peine un peu. Pourquoi est-ce que vous êtes si dur avec Nadia Cohen, alors que... Enfin, l'épouse de Eli Cohen, alors qu'elle a porté vaillamment la légende de son mari, et vous êtes souvent ironique avec elle. Non, pas du tout. Moi, Vous l'avez rencontrée. je rencontre Nadia Cohen. J'ai un objectif dans cette rencontre. Et je me suis fait blackbouler formidablement d'un bout à l'autre. Alors, elle n'a jamais répondu à aucune de mes questions. Donc je suis sortie de cette interview absolument furieuse. Mais enfin, je me rattrape un petit peu quelques pages après, parce que je parle d'elle sur un mode plutôt positif. C'est une femme quand même qui a elle a vécu quelque chose d'infernal, avec un mari jamais là, des enfants qui naissaient sans leur père, le mystère, pas savoir ce qu'il fait, pas savoir où il est, se doutant quand même que c'est dangereux parce qu'il n'en parle pas, qu'il y a le ministère de la Défense derrière, donc c'était l'excuse principale. Mais j'étais quand même assez dure pour elle.
Donc, je pique ma crise parce que je suis absolument furieuse, parce qu'elle répond pas à mes attentes, mais elle n'est pas forcée de répondre à mes attentes. Mais enfin, vous finissez par la voir quand même. Ah oui, non, mais je la vois. Oui, je l'ai vue en réalité. J'ai eu une interview avec elle. C'était un entretien triangulaire entre elle, son avocat et moi, en anglais. Oui, parce qu'elle est obligée de se surveiller, étant donné que son combat d'aujourd'hui, ça reste le même, c'est d'avoir le corps. Absolument. Et puis pas seulement. C'est elle qui est elle détient quand même la mémoire de son mari. Donc elle ne veut pas qu'on raconte n'importe quoi. Donc, elle est restée fidèle alors qu'il lui avait laissé un mot disant marie-toi, vis ta vie, ne reste pas dans le souvenir. Oui, absolument. Absolument. Très belle lettre d'Eli Cohen. Oui, la lettre finale dont je ne parle pas. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à même décrire la fin d'Eli Cohen, quoi. C'était terrible. On va en parler de cette fin, mais un détour par Casablanca, parce que vous passez quelques jours à Casablanca et vous racontez les nuages moutonnent à l'horizon, la corniche balayée par le vent et comme abandonnée, le sigil Massa désert, personne à Miami Beach, personne non plus au Sun Beach, au Kontiki, à Tahiti Plage, la piscine et le restaurant du Lido détruits au profit d'un centre de thalassothérapie. Vous n'exagérez pas un peu non, la corniche à Casablanca, tout le monde y va. C'est oui, mais c'est pas du tout ce que vous décrivez. Mais en juin, juillet, c'est formidable. Mais au mois de février, c'est pas tout à fait ça. En février-mars, il fait froid, le temps était exécrable. Et et puis le tour à Casablanca, c'est celui d'une scénariste, parce que elle est prise dans 3 histoires de Cohen. Une qui est celle d'Eli Cohen, parce qu'elle veut faire ce film absolument, mais en même temps, il y a des choses qui se passent dans sa vie à elle. Alors, elle a un vieil ami de Casablanca qui a passé quelque temps dans les geôles marocaines et qui vient d'être libéré et qu'elle voudrait voir. Donc, elle profite d'un laps de temps pour aller à Casablanca. Elle va faire un tour pour les besoins du film en Israël, où elle se plante chaque fois d'un bout à l'autre d'ailleurs. Et puis, bien sûr, De Niro oblige. Elle va aux États-Unis, où elle essaye de le rencontrer par tous les moyens. Mais enfin, pendant tout le bouquin, je crois que c'est son aspect comique est là, c'est qu'elle rentre par une porte, ou elle rentre par la fenêtre, elle ressort par l'autre fenêtre, mais elle n'arrive pas à avoir ce qu'elle veut. Alors, je reste un moment encore sur Casablanca, parce qu'il y a, en revanche, il y a une chose à laquelle tous les Casablancais ou tous ceux qui connaissent Casablanca seront sensibles, c'est l'amour du poulet au terre-fesse. Ah oui. Ah, oui. C'est divin. Ah oui. C'est divin. Ah, ouais. Absolument. On est bien d'accord. Ah oui. Alors, c'est irrésistible. C'est irrésistible. C'est irrésistible. Absolument. Et on ne trouve ça qu'à Casablanca, ou en tout cas au Maroc. Au Maroc, oui, mais on trouve des terre-fesses à Paris. Oui, mais c'est horriblement cher. Non, elles sont en boîte, c'est pas pareil. Non, mais on peut faire du poulet aux terre-fesses à Paris. Absolument, et les gens... J'ai une grande tante qui faisait du poulet aux terre-fesses à Paris pour Pâques. Enfin, en particulier, voilà, pour Pâques. Pour le Seder de Pessah, c'est un plat tout à fait traditionnel. On se demande par moment, Paul Darmon, si votre idole, ça n'est pas plus Robert De Niro que Eli Cohen. Parce que vous êtes complètement habité par cette idée, il vous faut Robert De Niro. Ah bah, bien qu'il ressemblait autant à
à Eli Cohen que moi au pape Jean-Paul II. Ah non, non, mais il pouvait ressembler à Eli Cohen, tout à fait. Vous lui mettez le Robert De moustache. Niro. Ah, mais oui, oui, tout à fait. Il avait l'allure, la taille plus ou moins. C'était un type mince. Vous lui collez une moustache de moyenne-orientale, des cheveux légèrement... bon, il n'y a aucun problème. C'est un grand acteur et ça me réjouissait profondément de voir un Italo-Américain jouer le rôle d'un juif qui joue le rôle d'un arabe. Je trouvais ça assez bien. Mais vous l'avez rencontré, du coup, Robert De Niro. Vous l'avez rencontré. Et en fait, vous êtes tombé dans les pommes. Oui, oui, je le rencontre dans le livre. Oui. Ah, dans le livre. Oui. Ah, vous l'avez pas rencontré oui. En vrai? Oui. Ah, en vrai, je ne l'ai pas rencontré, mais il fallait absolument que je le rencontre. D'accord. Alors vous Donc, inventez. j'ai inventé une. Et une vous avez rencontre. inventé aussi votre syncope devant devant l'allure et la figure de Robert De Niro. Et non, non, c'est pas une syncope, à vrai dire, la base est vraie, parce que chaque fois que je suis allée à New York, j'ai eu des enquiquinements de colonne vertébrale. Je me retrouvais à moitié invalide. Et donc, je me suis servi de mon expérience pour la poser au milieu de la rencontre. Alors, le livre est par moments désopilant. Comment vous avez réussi à faire un livre aussi drôle sur une histoire aussi tragique? Mais c'est pas l'histoire qui est drôle. Ce qui rend le livre drôle, c'est toute la tentative de Dora Bessis, qui est la narratrice, pour faire un film. Alors, vous avez une nana qui écrit, qui est scénariste, qui est toute seule et qui part en guerre absolument toute seule, sans que personne ne lui ait demandé, ne l'aide d'ailleurs, et n'ait eu cette idée, de faire un film avec Robert De Niro, qui est une idée complètement absurde. Et c'est de là que vient le comique. C'est parce qu'elle se démène du matin au soir pour faire ce film, d'une part pour l'écrire, ensuite pour contacter les gens, etc. Et c'est pas très facile. Et quelquefois, et elle se plante beaucoup. Enfin, elle fait pas mal de bêtises. Alors, il y a l'arrestation d'Eli Cohen, et là, on ne rigole plus. C'est une arrestation, d'ailleurs, toute bête, et on se dit qu'au fond, c'est le hasard. Il aurait pu continuer comme ça pendant des années. Il aurait pu peut-être même accéder à de hautes fonctions. Il y a des gens qui le voyaient. On lui a demandé. Qui le voyaient président. Oui, non, pas président, mais ministre. On lui a offert des postes de ministre qu'il a prudemment écartés. Mais là, on peut se poser des questions quand même. Parce que voilà un homme il est sûr de lui, il est sûr d'être invulnérable, entre guillemets. Mais enfin, au début de sa mission, quand même, il impérativement, il fait des très longues émissions. Mais impérativement, il change d'horaire et de fréquence radio, j'ai oublié le mot. Mais à partir d'un certain moment, qui est son dernier voyage, ça devient une opération de folle, quoi. C'est-à-dire qu'il se met à émettre tous les jours à la même heure, sur la même longueur d'onde, sans changer rien du tout, et jusqu'au jour où il y a une interférence 18 avec minutes d'affilée. Alors, bon, et un jour, il y a une interférence avec... l'ambassade de Russie. Non, avec le QG de l'armée, qui était en face de chez lui. Lui, il prend un appartement, il a de la chance aussi, parce qu'il arrive à Damas, il commence à chercher un appartement, il fait bon... Et il se trouve, son appartement, il le trouve en face des forces armées syriennes. Il faut quand même le faire.
Donc il observe, depuis son appartement, il observe les mouvements qui se passent dans la cour de l'état-major. Et selon le nombre de voitures qui arrivent à l'heure où il arrive, la précipitation, s'il y a beaucoup de mouvements, etc., il peut dire qu'il y a ou non une action en préparation, et il peut envisager même, il peut préciser même l'envergure de l'opération qui va se faire. Donc, il est tout prêt, en fait. Il est à moins de 100 mètres, il est à moins de 100 mètres, il est en face. Et il donne des informations absolument capitales, puisque sans lui, la guerre des 6 jours n'aurait pas eu l'issue qu'elle a eue. Enfin, absolument. Il a donné, à ce moment-là, veille de la guerre des 6 jours, des informations capitales sur l'aviation, sur les mouvements, etc. Les mouvements, les positions de batterie, absolument tout. Et aussi, une chose qui était très importante, c'était le démarrage de la guerre de l'eau. Donc, avec les détournements du Banyas, etc. Et il a pu transmettre l'intégralité des plans qui étaient faits par les Syriens, si bien que pendant la guerre des 6 jours, les Israéliens ont complètement détruit l'installation. Enfin, ce qui était déjà bien avancé. Est-ce qu'on peut un jour envisager que les Syriens pourraient rendre son corps, puisque vous expliquez très bien le mouvement qui s'est fait à travers le monde, beaucoup de gens se sont mobilisés pour éviter qu'il soit pendu, et il a été pendu sur la place publique, et les Syriens ont toujours refusé de remettre le corps, en dépit de toutes les actions qui ont pu, toutes les propositions d'échange aussi, d'échange contre le corps d'Eli Cohen, mais ça n'a jamais rien donné. Pour quelle raison, à votre avis? J'ai l'impression, enfin, j'en sais rien véritablement, quelle est la véritable raison, mais on peut se dire aussi que quand même ils ont été la risée du monde arabe, ces mecs. Ils avaient chez eux un Israélien qui œuvrait avec toute la crème des militaires. Enfin, il était complètement à l'intérieur du gouvernement. C'était un ami du président. Donc ça a dû leur rester en travers de la cravate quand même. Il faut dire qu'il avait été formé, enfin on lui avait fabriqué une biographie qui passait par l'Argentine, où on retrouve votre Argentine, et puis aussi il a appris l'arabe, parce que lui était d'origine égyptienne, et il a appris l'arabe un peu syrien, avec un accent syrien. Oui, il a dû s'entraîner, ça a fait partie de sa formation d'espion. Il était très doué, il faut dire. Oui. Extrêmement doué. Et il avait une mémoire photographique absolument phénoménale. C'était incroyable. C'est-à-dire qu'il pouvait reproduire une carte qu'il avait vue 30 secondes. Il pouvait la reproduire avec précision. Donc ça, ce sont des... Et puis, il a eu de la chance aussi. Par exemple, il a été envoyé en Argentine pour justement infiltrer les milieux syriens et se faire une authenticité dans son personnage. Mais quand même, il rencontre Amin El-Hafez, qui était attaché militaire, qu'on avait mis au rencard en Argentine parce qu'il gênait un peu. Il était à la tête du BAS et il gênait un peu. Il le rencontre et il s'arrange quand même parce qu'il a senti le vent tourner très bien politiquement. Il a très bien compris ce qui allait se passer en Syrie. Donc, il y a l'intelligence de la situation politique et il y a aussi l'élément important qui est celui de la chance. Alors, il nous reste un peu de temps et on va vous faire, puisque c'est la première fois que vous venez ici, on va vous faire un questionnaire raccourci, mais un questionnaire Pont-Neuf. Est-ce que vous êtes, Paul,
Darmon, est-ce que vous êtes Tolstoï ou est-ce que vous êtes Dostoïevski? Oh, je suis plus Tolstoï. Est-ce que vous êtes Balzac ou est-ce que vous êtes Victor Hugo? Et je serais plus Balzac. Est-ce que vous êtes Rachi ou est-ce que vous êtes Maïmonide? Ah, ça c'est difficile. Ah, pas pour vous. Si, c'est très difficile. Pas pour vous qui dansez bien le tango, vous savez tout faire. À ce point? Alors, des deux, aucun ne dansait à ma connaissance, mais ma connaissance est fragmentaire. Aucun des deux ne dansait le tango. Ah non, mais bon, moi, je sais pas. Je suis franchement pas assez versée pour répondre à cette question. Mais j'aime beaucoup Maïmonide, enfin. Oui. Bah, parce que c'est un personnage assez flamboyant aussi, brillant. Est-ce que vous êtes Soutine ou est-ce que vous êtes Modigliani? Ah là, c'est plus facile pour vous. Vous Oui, êtes pas... là, je suis définitivement Soutine. Est-ce que vous êtes Facebook ou est-ce que vous êtes Twitter? Je suis pas du tout Twitter. Mais alors, pas du tout. Mais pas davantage. Je suis un petit peu Facebook. Un petit peu Facebook. Merci Paul Darmon pour votre livre Robert De Niro, le Mossad et moi aux éditions Antilope. C'était Pont Neuf, l'émission hebdomadaire de littéraire sur Radio J, désormais installée le dimanche après-midi à 16h. Bon dimanche à tous.